merci. Je vois pas très bien les gens, j'ai du mal à parler assis. Oui, alors, moi, je n'ai pas réfléchi au storytelling dans le domaine de l'entreprise, je suis sociologue, et j'ai travaillé sur des phénomènes qui sont a priori très éloignés du monde de l'entreprise. Lorsque le livre de Christian Salmon est sorti, il avait été précédé d'un article dans le Monde Diplo. Moi, j'étais effectivement très curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que, si vous voulez, la question de la narration et de l'histoire, elle a une longue histoire en sciences humaines. Ça fait longtemps qu'en fait, on cherche à s'interroger sur l'efficacité, effectivement, des récits sur les hommes, et en particulier parce qu'on a un grand récit qui est le récit biblique en Occident, à la fois pour le christianisme, le judaïsme, et pour l'islam dans sa dernière formulation, qui organise évidemment la vie des hommes. Et donc, ça donne une idée très exacte de la puissance que peut avoir un récit sur les sociétés humaines, sur la manière dont un récit peut organiser le social. Seulement, le problème, c'est que ce récit, il a été profondément entamé par la laïcité, et c'est même ainsi que l'on définit en quelque sorte la modernité en sociologie, puisqu'on explique que la modernité, c'est cette période de sécularisation, autrement dit où la laïcité s'étend, et où on commence à avoir une incrédulité à l'égard des méta-récits. Les méta-récits, en fait, c'est la Bible, c'est un grand récit qui va organiser toute une myriade de petits récits, les saints, les légendes, les héros, les martyrs, etc. Tout ceci, évidemment, passe au second plan avec la laïcité, et on se retrouve face à de petits récits, plus ou moins grands. Le communisme raconte un récit, le nazisme, malheureusement, raconte un autre, mais aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, eh bien, il y a très peu de grands récits qui organisent le monde. Alors on peut se dire que l'écologie en est un, mais l'écologie n'a pas, Dieu merci d'ailleurs, les mêmes conséquences que le communisme, par exemple, puisque le communisme, c'est un grand récit vis-à-vis duquel vous pouvez aller jusqu'au sacrifice. L'écologie ne demande pas votre sacrifice pour s'établir. Et donc, ce que l'on constate, en tout cas, c'est qu'il y a, si vous voulez, une modification profonde des récits auxquels on assiste. Et donc, c'est à mon avis le premier contresens qui est fait parfois, qui consiste à dire que de tout temps, les hommes se sont intéressés aux récits, parce que c'est pas exactement le cas, parce que si les récits occupent une place importante, eh ben, on voit qu'ils ont changé de nature. C'est la première chose, à mon avis, à constater. Ensuite, la seconde chose à constater, et là, je vais être assez frustrant dans ma réponse, c'est que aucun livre aujourd'hui n'explique pourquoi les récits fonctionnent sur nous. Le bouquin de Salmon, pas plus que les précédents. On avait déjà le bouquin de Grémas, on avait le bouquin de Propp à étudier les contes et à chercher à savoir s'il y avait des structures spécifiques aux contes qui pouvaient expliquer leur efficacité. Puis enfin, évidemment, on a eu Barthes qui a expliqué quels pouvaient être les caractères généraux des mythes, mais cette grammaire générative des récits, elle n'a jamais été trouvée. On a à chaque fois cherché à l'isoler, et on n'a jamais réussi véritablement à le faire. Alors, juste pour ne pas être complètement frustrant, je vais faire deux remarques rapides sur des récits qui sont dans des registres tout à fait différents. Premier récit que j'ai étudié, les récits ayant trait à l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est quelque chose qui se prolonge sur la longue durée, et donc c'est intéressant de voir comment celui-ci a évolué, et vous remarquez que dans toutes les histoires qui se sont propagées depuis la naissance de l'ère commune jusqu'au nazisme, eh bien, il y a des récits qui justifient les actes ou les croyances antisémites, et ces récits sont de deux ordres. Ils mettent en scène le gouvernement des Juifs sur la matière, sur l'argent, sur la terre, et ils mettent en scène également le rôle des Juifs vis-à-vis de la sexualité. C'est-à-dire qu'on l'a oublié, puisque précisément c'est un récit qui a cessé d'exister, mais pendant très longtemps, eh bien, on a accusé les Juifs d'avoir une sexualité spécifique. C'était vrai au Moyen-Âge, c'était vrai par exemple sous le nazisme, où vous trouverez toute une série de propagandes antisémites qui mettent en scène des Juifs ayant des comportements sexuels considérés comme erratiques. Et là, on voit que si on a une efficacité spécifique de ces deux récits, à un moment, l'un des deux récits perd toute efficacité. Alors on peut l'expliquer en disant la libération des mœurs, une modification de comportement, etc. Mais au bout du compte, on est quand même assez perplexe et on a du mal à l'expliquer. Et ça donne quelque chose d'assez récent. Si vous vous en souvenez, à un moment, Le Pen a cherché à dire que le sida était une création de la CIA et que les Noirs avaient une efficacité, avaient un rôle singulier dans la propagation de l'épidémie. Et c'est un récit qui n'a pas du tout fonctionné. Ça n'a pas pris, et Le Pen lui-même s'en est rendu compte, puisque assez rapidement, il a abandonné
cette calomnie et il s'est rendu compte que le récit ne prenait pas. Ce qui prouve bien que, si vous voulez, tous les récits ne fonctionnent pas. On n'est pas capable de n'est pas capable de savoir pourquoi, mais on voit qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et puis, deuxième et dernier exemple que je voulais vous présenter, quand vous prenez la presse People est évidemment formidable réservoir de récits, vous vous rendez compte que dans cette presse, aussi foisonnante, aussi inventive soit-elle, parce qu'elle est soumise à la concurrence, on n'a pas n'importe quel type de récit. Moi je pense, mais si vous avez des contre-exemples, je serais vraiment intéressé par les avoir. Moi je pense qu'en fait dans la presse People, on ne trouve que 3 types de récits. Alors, les premiers types de récits, ce sont des récits à suspense ou à curiosité. Par exemple, on ne sait pas qui est le père de l'enfant qui vous avez très bien compris de qui je parlais. Et donc, moi, je vais vous faire des articles pour insinuer que ça peut être lui ou pas lui, qu'il y a une rumeur indémentie. Bref, là, on peut raconter un récit, et donc ce sont des récits à suspense. Il y a aussi des récits à intrigue. On ne sait pas exactement comment ça va se terminer. On sait qu'il y a un risque pendant. Par exemple, lorsque Nicolas Sarkozy a été avec qui vous savez, eh bien, on a expliqué que c'était très dangereux parce que cette femme était polygame, etc. Et donc, on a noué des récits autour de ça, et si vous voulez, il y a toute une série de récits dans la presse People qui sont finalement sur une probabilité, quelque chose de sous-jacent qui peut naître, et on ne sait pas quoi, etc. Et puis, troisième type de récit, ce sont les satires sociales. L'exemple type des satires sociales, ce sont les femmes de footballeurs. Les femmes de footballeurs, ben, on vous les montre finalement pour vous dire quoi? Pour vous dire, voilà, ce sont des cruches, elles sont belles, elles ont beaucoup d'argent, puis elles font n'importe quoi parce qu'elles sont très bêtes, elles n'ont pas les codes du bon goût. Et on va vous montrer leurs aventures dans, on va dire, l'avilissement qui est en fait leur quotidien. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Eh ben, on a beaucoup de récits, on a des récits qui sont un peu magnétiques, puisque même si on n'ose pas l'avouer, bah, du coup, on regarde cette presse People, et il y a peu de gens qui sont capables de dire qu'ils n'ont jamais regardé l'un de ces titres de la presse magazine, mais là aussi, même si ces récits sont formidablement efficaces, j'aurais du mal à vous expliquer pourquoi on retrouve toujours ces 3 mêmes types de récits. Voilà.